Juste pour vous dire que, alors on n'a pas encore des soutiens financiers, mais les éditions Le Bruit du Monde m'ont envoyé un roman à sortir, je ne sais plus quand, d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai même eu le petit document. Ça sort le 5 mars, c'est un premier roman de Sophie Boutière d'Amaï, ça s'appelle La part des vivants, et c'est une histoire de famille qui se passe dans le sud de la France, j'ai pas eu le temps de lire, etc. Mais si vous aimez les enquêtes familiales en littérature, ça peut vous plaire, c'est fait par une très bonne maison qui s'appelle Le Bruit du Monde, et une maison marseillaise, donc c'est pas tous les jours. Et après, je ne sais pas pourquoi, les éditions Gallimard m'ont envoyé ça. Allez, sponsor. Je pense pas que c'est un lien avec le Pambagna Social Club, puisqu'on a 40 abonnés. Donc, c'est un sponsor, mais c'est un énorme pavé de Algrimur Helgason. Ça s'appelle 60 kilos de coups durs. C'est un auteur islandais. Voilà, merci Gallimard, ça fait plaisir. Alors, l'Aritine de Stellaire, donc c'était un nom un petit peu barbare. Stellaire, elle a été nommée en l'honneur de Stellaire, qui était un explorateur arctique. Autrement dit, ce qu'on appelle les vaches marines. C'est une espèce qui vivait dans les eaux très froides, donc détroit de Bering et du Commandeur, probablement une partie de l'océan glacial arctique. Lorsque les expéditions maritimes sont arrivées, les lamantins, les Siréniens en général, sont des animaux qui sont curieux. Naïf et curieux. Ça a coûté la vie, globalement parlant, à l'Aritine, puisque là encore, les marins, après plusieurs semaines de mer, voyant s'approcher de leur bateau des masses parfois assez imposantes, soit pouvaient prendre peur que ça n'abîme la coque, soit y voyaient une source de nourriture fraîche, très abondante. Ce qui n'a pas manqué de se produire, évidemment. Et donc l'Aritine, on l'a perdue en quelques 30-40 ans. Mais encore une fois, les populations naturelles devaient déjà être sur le déclin. J'ai été un petit peu long pour introduire ce roman. C'est L'extinction des vaches de mer d'Adèle Rosenfeld. Adèle Rosenfeld, c'est son second roman. Elle avait été remarquée en janvier 2022 avec Les Méduses n'ont pas d'oreilles chez Grasset. Là, elle le re-signe chez Grasset, son deuxième roman, en janvier 2026. L'extinction des vaches de mer. Adèle Rosenfeld, elle travaille dans l'édition. Il me semble qu'elle est correctrice. Je veux pas dire de bêtises, je suis pas sûr. C'est ça. Et elle sort du master de création littéraire. Donc, elle fait partie de cette nouvelle vague de romanciers qui ont été formés dans les universités, master de création littéraire. Je crois qu'il y en a que 3 en France. Il y en a un à Paris 8, il y en a un à l'université du Havre et il y en a un à l'université d'Aix-Marseille. D'ailleurs, si un jour vous avez des velléités, je vous annonce que le master de création littéraire d'Aix-Marseille peut se faire à distance, contrairement aux 2 premiers. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien, je vous le dis. Voilà. Et donc j'ai choisi ce roman parce que il se trouve que je l'avais dans les mains et que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Marc, il me semble que tu as beaucoup aimé. Oui, d'abord j'ai commencé à le lire en déjeunant, c'était pas une bonne idée. Puis après j'ai essayé de le lire sans manger parce qu'on va en parler, ça fait partie des sujets du livre. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, sans entrer dans le détail. J'aime beaucoup l'autrice aussi, son histoire, ça me touche beaucoup et ça m'a donné envie de lire aussi son premier roman, donc les Méduses n'ont pas d'oreilles. Alors, juste avant de vous donner la parole, messieurs, je vais faire un pitch assez rapide. Donc, on se trouve en gros sur un bateau d'exploration en Europe du Nord à un moment de désarroi total puisque l'expédition est perdue, les hommes sont malades et affamés et ils atterrissent sur une terre dont ils ne savent pas exactement si c'est une île ou une péninsule et ils voient apparaître des formes étranges qui slaloment autour du bateau, qui les effraient un peu d'ailleurs et il semble que c'est un animal qui a aujourd'hui disparu, qu'on appelle la vache de mer. Ça se rapproche du Lamentin et donc on va suivre la vie de ce bateau échoué sur une île perdue au nord de l'Europe jusqu'à son départ et il y aura une dernière partie du livre qui est beaucoup plus autobiographique et on y reviendra sans doute. Alors qui veut commencer ? Ouais, j'ai bien aimé aussi. Il y a un style qui me convient plus que voilà, qui est travaillé aussi. Est-ce qu'il y avait des virgules, Maurice ? Il y avait des virgules et il y avait parce que ça a manqué chez Constance. Alors, il y avait des trucs qui me piquaient un peu. J'appelle ça un style à écharde, on va dire. Il y avait des choix de terminaison en A, c'est des trucs qu'on n'entend pas qui vont un peu loin, mais qui sont utilisés quand même avec finesse. Tu veux parler du subjonctif passé ? Ouais, exactement. D'accord. Là, t'es là, tu dis et par contre, on a le droit.
On a le droit. Parce que On a le droit. Et j'ai même aimé jusqu'au papier sur lequel c'était imprimé. Donc tu dis que voilà. Non, mais par contre, il y a, on a des références un peu aussi qui sont là. Ça fait penser à Heart of Darkness, le livre qui a inspiré Apocalypse Now. C'est de la même manière aussi intemporel parce que quand c'était adapté, on peut le changer d'époque. Là, c'est pareil. On nous dit avec quelques éléments un peu elliptique qu'on est en 1700 et moitié par là, quoi. Mais à part ça, on le saurait pas. Ça serait à n'importe quelle époque pareil. Le naufrage, ils ont les mêmes éléments, ils ont à peu près tout pareil entre les mains. Et voilà, on aurait la même histoire qui se produit. Donc ça marche bien. Il y a quand même enfin, je veux pas trop te contredire, mais un peu quand même. On est dans un monde où il n'y a pas de moyens de communication. C'est aussi pour ça qu'ils sont dans la sauce. Ouais, au bout de quelques semaines après un naufrage, oui, je suis d'accord. Des moyens de communication, t'aurais plus de batterie. Oui, non, mais on serait pareil. En tout cas, dans le même jeu. Ils sont obligés. Personne ne leur viendra en aide. C'est ça qui est assez intéressant. Et la vache de mer va arriver aussi à ce moment-là. Peut-être que alors. Elle a pas. Je pense que son intention était réellement là de faire imaginer que quand même on est toujours capable de faire la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai que la manière dont les marins exécutent brutalement cette espèce se produit facilement. Je vois tu veux dire que la problématique est la problématique reste actuelle et puis on a toutes les images qu'on a pu voir, que ce soit il y a une communication aujourd'hui qui est présente sur je sais pas, les brutalités qu'on peut faire aux animaux en tout genre, quoi. Il y a des groupes qui diffusent là-dessus et tout ça. Mais il y a pas que ça. Il y a un ton shakespearien aussi. Il y a une référence. J'ai l'impression que c'est un peu comme Sylvain Tesson. Il y a une espèce de. Ça va pas jusqu'à la misanthropie. Heureusement, elle a une deuxième partie à la fin où elle. Ouais. Vas-y, dis-moi. Non, parce que Tesson, c'est connoté aussi. Moi, j'ai pas lu. Quand tu dis il y a un côté Sylvain Tesson, je voudrais pas qu'on croie qu'il y a un côté réac en fait. Mais non, mais attention. C'est un peu quand même le gars qui dit c'était quand même mieux avant quand il y avait que des églises et que les gens arrêtaient. C'est ce que j'étais en train de dire. Heureusement, il y a une deuxième partie qui est là, quand même pas pour rien. Au début, je me suis dit, il y a un côté Tesson pour l'écrivain voyageur, tu veux dire. Pour deux choses, parce que Tesson, les gens connaissent pas ses nouvelles, mais elles sont brillantes. Les nouvelles de Tesson, c'est shakespearien. L'histoire donne des frissons, quoi. Et par contre, effectivement, il faut pas trop aller du côté politique et tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'elle met quand même un deuxième volet plus personnel à son histoire. Au début, on se dit tiens que ça vient faire là, mais quand même, elle vient adoucir un peu le point de vue, parce que sinon on a l'impression qu'on est plutôt dans de la misanthropie, dans aimer les animaux, mais il faut quelque part, il faut à un moment de dire qu'on aime aussi les humains, quoi. Donc comme ils ont quand même une sale image qui est montrée tout le long de l'histoire principale, c'est bien de rappeler que les humains peuvent aussi avoir un lien parfois, être intéressant, et donc elle reparle de ses proches un petit peu, du rapport, et où finalement de la perte d'un grand-père, etc. Et on a l'impression presque elle tourne, elle pivote et elle s'identifie un peu à ces une fois qu'on est sociaux, on va dire, elle s'identifie un peu à ces animaux-là et des trucs comme ça, voilà. C'est tout à peu près. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, la première partie, j'ai beaucoup aimé l'idée de. Moi, j'étais bien. Je suis parti dans un roman d'aventure. Un bateau qui s'échoue. Comment on survit. Il faut faire du feu. On tue des animaux pour survivre et tout. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu du mal, par contre, à faire le lien entre les deux histoires, honnêtement. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression que du coup, la première histoire servait de prétexte à la deuxième, en fait. Alors moi, elle me bottait très bien, la première histoire. Et la deuxième, elle est très bien. Il y a peut-être matière à faire deux livres, en fait. Oui, c'est comme si c'était une nouvelle à côté, quoi. Ça ouais. Et je trouve le lien entre les deux est pas tellement évident. D'ailleurs, elle passe quelques lignes à essayer d'expliquer le lien. Et si elle a besoin de le justifier, c'est qu'il est pas évident. Ça pouvait s'enlever. Ouais. Alors, le livre marchait quand même. Exactement. Et j'ai même l'impression qu'elle accélère le rythme de la première histoire pour dire maintenant il va falloir passer à la deuxième, donc voilà. Ah non. Je sais pas, je trouve que la résolution du problème de la première histoire est un peu passée à la trappe, je trouve. Voilà. Du coup, ce qui m'embête un peu, j'ai aimé le livre, donc je passais du temps à faire quelques reproches, mais en vrai, j'ai vraiment passé un bon moment à lire. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression c'est un petit piège entre guillemets. Alors c'est pas un piège, mais
En gros, on me raconte une histoire, donc très bien, j'adore les histoires. Mais en fait, je me rends compte que c'est le prétexte pour me parler d'une deuxième histoire qu'on va pas me raconter, parce que la deuxième histoire, elle est effleurée par bribes. Et beaucoup de tabous. L'histoire avec beaucoup de tabous. Ce deuxième personnage, forcément, c'est quelqu'un de sa famille, donc elle a de l'affect et tout, mais nous on le connaît pas. Donc, et comme elle nous en dit très très peu. Du coup, en fait, voilà, je lis une histoire qui me plaît, mais que je me rends compte aux 2/3 que en fait, c'est des prétextes pour parler d'une histoire qu'on va pas me raconter. De ce point de vue-là, j'ai été un peu sur ma faim. Et il y a un petit point commun avec le livre qu'on a lu la dernière fois également, de Constance Debré, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de point Godwin. C'est-à-dire, à nouveau, on nous parle du nazisme et de la Shoah et tout ça à un moment donné où ça n'a pas de rapport avec l'histoire et ça devient la fin de l'histoire. C'est étrange cette similitude. Est-ce que tu vas nous faire que des livres qui ont ça dans le truc? Mais non, parce que quand je l'ai proposé, je l'avais pas terminé, donc et ça arrive très tard dans le livre. Mais c'est étrange un petit peu. Mais par contre, c'est quand même dans un style où il y a une cohérence. Il y a un point Godwin dans le Constance Debré? Ouais, elle va là dans sa piscine municipale à Berlin et elle dit oui, il y a plus les drapeaux, mais c'est la même piscine que les nazis, etc. Et on dit mais pourquoi Enfin voilà, c'est pas moi qui l'ai remarqué, mais j'ai discuté. Ça m'a du pas. livre, D'accord. Et puis. Donc moi j'ai bien aimé. Voilà, la première partie j'ai beaucoup aimé. La deuxième c'est bien écrit, mais je vois pas trop l'intérêt. Dommage. J'aurais préféré continuer plus détailler la première partie. Après, il y a un truc, il y a un mécanisme qui m'a un peu amusé. Je sais ce qu'il va dire, je le connais. La comparaison des vaches de mer avec le corps féminin, je trouve qu'elle en fait quand même beaucoup. Oui, comme disait Jérémy, si on lit pas le livre, on se rend pas compte. Il y a quand même une espèce de notion un peu zoophile dans les fantasmes du personnage. Et on est là, on est mal à l'aise. J'étais gêné. Juste par rapport à ça, je pense que c'est lié à l'écriture d'Adèle Rosenfeld, qui est donc malentendante de naissance et qui a dans tous ses bouquins une écriture dite sensorielle. En fait, et dans une interview, elle le dit en disant, et c'est noté, j'ai fait beaucoup d'orthophonie plus jeune et pour reconnaître les mots, il me faut leur sentir leur vibration dans le corps. Donc elle a ce rapport au corps même dans son premier bouquin. En fait, elle travaille dans la résonance. Donc elle a une écriture très liée au corps. Et dans ce livre-là, en effet, le rapport au corps, il est même viscéral parce qu'en effet, on a une récurrence au ventre, soit la fin des naufragés, le ventre de la mer, la rondeur massive des vaches des mers. Et en fait, on bascule même jusqu'à une dimension érotico-gore, avec comme tu l'as dit, une sexualisation de la mort, quoi. Donc en fait, c'est que elle a poussé le curseur. C'est à la fois zoophile, nécrophile, etc. On est là, ça va pas explicitement vers ça, mais il y a une insinuation de fantasme, pas seulement du personnage principal, mais de tous les hommes. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on se dit oula, est-ce que ça va rester comme ça jusqu'au bout? Et heureusement. Attends, tu viens. Non mais c'est vrai. Non mais tu vas dire que je te lâche pas, mais t'as deux doigts de nous faire un not all men. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire? Tu y vas ton corps défendant. Donc tous les membres d'équipage. J'essaie juste de te mettre un baudrier avant que tu te jettes dans le vide. Tous les membres d'équipage du naufrage, voilà, sont vraiment décrits. Et donc on a un côté Sa Majesté les mouches, on a un côté La ferme des animaux de Orwell et tout. On a un côté où les humains, dès qu'ils sont isolés de la société, c'est des sauvages, quoi. Donc on est un truc comme ça où il y en a pas du tout. Oui, ça met mal à l'aise parce que ça donne une vision extrêmement sombre de l'être humain. Et heureusement, il y a cette deuxième partie où non, on voit que les humains peuvent aussi se comporter comme ces animaux de manière très empathique. Elle décrit beaucoup comment il y a de la compassion pour celui qui va perdre son proche, quoi. Voilà. Moi, par rapport à tout ça, c'est là où je vais donner un peu mon avis sur le lien entre les deux parties qui semble non connecté. On sent qu'il y a une transition brutale, mais néanmoins, ce que je ressens, d'ailleurs, faut noter dans son premier bouquin, c'est que le narrateur, enfin la narratrice du premier bouquin, elle est déjà très attachée aux sciences naturelles. Elle erre beaucoup dans les musées de sciences naturelles où la vache de mer fait une première apparition. Et je pense que pour moi, à mon avis, la première partie, elle décrit comme une obsession qui arrivait brutalement dans sa tête au moment où la perte de cet être cher se profile. Et je pense que sa première partie, c'est comme une catharsis où elle transfère la disparition de l'être cher dans ce massacre. De violence, c'est ça. Et elle jette toute sa souffrance comme un exutoire dans la violence de la première partie, parce qu'elle est violente, parce qu'on parle quand même d'un massacre d'un être animal, d'une espèce. Et pour moi, je pense que c'est lié parce que elle a vécu cette perte d'être cher
par cette catharsis de la première partie pour moi. Donc Ok. c'est déjà là que je vois le lien. Ouais, moi j'ai noté un passage un peu what the fuck quand même, c'est le capitaine qui s'enterre une fois arrivé dans le... Oui, ah oui, j'avoue que. Alors je lis parce que bizarre, c'est rigolo parce que alors l'équipage est complètement épuisé, ils sont malades, ils ont la diarrhée, enfin voilà, on imagine ils ont erré en mer pendant, donc ils sont tous à bout quand ils accostent sur cette île. Ils ont le scorbut, ils ont plus de Ouais, dents. voilà. Et du coup, alors le capitaine Bering, donc qui mal en point débarque. Là, je cite, hein, parce elle en dit pas plus. Hein. Elle dit le capitaine une fois sur la berge avait creusé un trou et s'y était enterré jusqu'au cou. Et puis après, elle passait à autre chose. Elle nous parle Elle de trucs revient et tout. dessus. Elle revient Et dessus. en fait, donc moi, je dis pas, peut-être il a froid, je sais pas, ou je sais pas, peut-être une il s'enterre figure, jusqu'au cou sur la sable, dans le sable. Des fois, les enfants font ça à la plage, tu vois. Et en fait, quelques pages plus tard, en fait, non, on se rend compte qu'il est mort et qu'il est en train de se faire dévorer par les insectes et tout. Et... Mais c'est surtout, elle donne un petit peu ses motivations un peu plus tard. Il y a un côté très étrange, un peu narcissique dans Drama Queen, du type qui aurait fait ça pour que, voilà, vraiment, je veux pas que vous embêtiez à m'enterrer, c'est moi qui m'en occupe. C'est très très étrange, effectivement. Ouais, ben en fait, du coup, moi j'ai lu ça, du coup, j'ai pas compris qu'il était en train de s'enterrer, d'organiser ses propres obsèques, en fait. Voilà. Sinon, la péninsule du Kamtchatka, là, en fait, du coup, si vous allez un peu sur Google Maps, vous On scrollez, salue nos orthophonistes respectifs. Ouais. il y a les Bering, il y a l'île de Bering, donc du coup, et si vous voulez avoir un peu Google Maps, il y a pas mal de Street View dessus, si vous voulez voir un peu à quelle tête ça, c'est intéressant. Ça Et il y donne froid. a, voilà. Non, en fait, j'étais curieux de savoir s'il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. D'accord. C'est un peu loin de tout. Moi, parce que... Ah pardon, je t'en prie. Après, il y a Ah des non, gens qui vivent à Puget aussi. Hein. Et ce qui est loin de tout aussi. Ce que j'ai apprécié moi, et c'est à la fois la délicatesse et la poésie de l'écriture, parce que c'est quelqu'un qui écrit très bien et qui a cette approche poétique délicate, avec une dichotomie entre la cruauté, la violence du fond, donc cette différence entre le fond qu'elle décrit et la forme qu'elle donne. Et ça, moi, ça me laisse penser, ça traduit bien ce qu'est l'autrice. Et quand on la voit en interview, c'est quelqu'un qui semble très fragile et très tendre, mais qui a une force implacable en même temps. Et j'ai aimé c'est ce qu'elle est, et c'est la manière dont elle écrit, et ça me touche beaucoup, quoi. Après, le personnage principal, il est censé être naturaliste ou enfin spécialiste de la faune et Oui. de la flore. Et effectivement, elle passe beaucoup de temps à décrire. Elle peut passer 15 lignes sur un buisson, sur la végétation qu'il y a sur l'île. Mais C'est pour ça que parce ça m'a étonné, par contre, quand le capitaine, lui, il s'enterre lui-même. C'est expédié en une phrase. Et par contre, on va détailler des trucs, et principalement des objets de la flore. Ça y est, je comprends. Tu veux dire que tu trouvais qu'il y avait un potentiel romanesque dans le type carrément. qui s'enterre, qui est un peu évacué, je suis Ouais, d'accord. Juste Ah, par rapport à ce que tu dis, après, C'est même pas que c'est évacué, c'est que moi, ça m'est passé complètement dessus. J'ai pas compris. Mais alors moi, tu sais que je l'ai pas... Tu me l'apprends. Qu'il est mort comme ça? Bah, c'est-à-dire que c'est au milieu d'une scène où il y a une telle densité d'écriture que j'ai pas fait gaffe qu'il s'était enterré lui-même, et c'est vrai que Elle y maintenant tu revient. le dis, Elle y c'est... revient oui, C'est quelques abordé pages 2-3 plus loin. fois, en fait. oui, hein. mais je me ouais. rappelle pas Et que à c'est chaque fois, lui-même il donne qui des s'est petits enterré. éléments. Oui, oui. Mais c'est parce qu'il y a aussi un truc qui est beaucoup, il y a beaucoup d'ellipses et il y a beaucoup de choses qui sont dites par des petits achoppements. C'est pour ça que j'appelle ça des échardes. Mais par exemple, Ah oui. c'est vrai que le rapport hiérarchique, il est extrêmement complexe parce qu'il y a ce type qui vient prendre la place de celui qui est mort, qui s'est enterré tout seul, mais dont l'autorité est totalement contestée. Et s'il y a mutinerie, il y a plus du tout de groupe, etc. Donc il y a un gros enjeu. Il a un second qui le respecte pas, mais qui se met à le respecter quand il met en place cette espèce de rituel. C'est pour ça que je pensais beaucoup à Heart of Darkness et tout, parce qu'il y a cette espèce de impressionné pour pouvoir régner et tout ça. Mais voilà, bon, c'est riche, c'est riche. Bah, du coup, il prend le lead sans être forcément un militaire, donc il n'a pas le lead militaire, et du coup, il maintient une espèce de cohésion sociale dans ces naufragés qui sont des zombies hagards, revenus à des fonctions primaires de sexe et de nourriture quasiment, et ce qui donne, sans vouloir spoiler, des scènes assez intéressantes où il recrée l'école, parce que c'est sa seule manière, lui, en tant que naturaliste, de refaire société, et donne cours à des marins complètement hagards qui savent même pas de quoi ils parlent. Il essaie d'éviter que ça dérive trop en cannibalisme. En fait, il essaie de maintenir sans avoir le lead qu'avait le capitaine qui est mort. Et par rapport au buisson que tu décris, je pense qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que son ancrage mental, parce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est écrit à la première personne, mais c'est écrit d'une narration qui n'est pas protagoniste. C'est écrit en narration, mais ça parle de tout le monde, et on parle beaucoup de Steller, donc c'est le botaniste qui est le personnage principal, et il passe beaucoup de temps à décrire la faune et la flore parce qu'on sent que c'est son seul ancrage mental pour pas devenir fou. Et quand il découvre cette vache de mer, il se dit,
et il trouve la raison de cette expédition pour pas que ce soit complètement un échec non plus. Donc il fait une obsession sur tout d'écrire parce que c'est son métier et c'est comme une bouée à laquelle il se raccroche, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un roman magnifique, une écriture extrêmement précieuse, mais pas au sens négatif du terme. J'ai remarqué, il y a un point commun entre Adèle Rosenfeld et pour moi Jean-Baptiste Delamo. C'est-à-dire qu'ils ont une écriture qui est tellement recherchée que je les lis avec un dictionnaire à la main. Toi aussi, tu fais des rêves que j'ai personne découvert connaît. le mot sente, S-E-N-T-E, et je croyais que c'était une faute de frappe, c'est la pente, et en fait, chemin. la sente, c'est un petit C'est chemin. un petit exactement. sentier, c'est la même famille. Ouais, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc, il y a une vraie subtilité dans l'écriture. C'est un vrai plaisir. Ouais. C'est parfois un peu complexe. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, autant le Constance Debray il est fort sur le fond, mais il est très simple d'accès sur la forme. Là, la forme est pas très simple d'accès, mais c'est vraiment du super travail. J'ai 2 réserves, moi, dans le roman, qui ont déjà été évoquées. Mais c'est un problème de dosage. C'est que le parallèle entre la vache de mer et le corps féminin, le corps qui manque aux hommes, le corps qui est tailladé, qui est abîmé par les hommes et leurs pratiques, etc. Je trouve qu'elle y va trop fort. Et au bout d'un moment, je me dis, ça va, j'ai compris, en fait, et il y a rien de plus désagréable que quand t'as compris un truc et t'en remets une couche, parce que du coup, voilà. Mais en même temps, c'est toujours cette tension, c'est quand t'écris, tu te dis, est-ce qu'ils vont voir le lien? Donc, t'as toujours peur que le lien ne soit pas vu. En l'occurrence, là, on a bien vu parce qu'elle écrit très bien. Donc, et la deuxième chose, et là, j'y reviens, Jérémy l'a très bien dit, c'est qu'en fait, je pense que le livre aurait gagné à enlever la partie autobiographique de la fin. C'est-à-dire qu'elle met du temps à nous installer stellaire, etc. Et en fait, ça se pourrait se finir comme ça. Et peut-être que dans un prochain livre, elle aurait pu faire l'histoire de la perte du grand-père. Et c'était pas interdit dans un prochain livre de nous expliquer que ce livre-là est en lien avec le précédent. Et je pense que je l'aurais encore plus apprécié en disant, waouh, mais en fait, la disparition de la vache de mer, elle a écrit ça parce qu'elle était obsédée par la disparition du grand-père. Le tricotage me gêne un peu à cet endroit-là, et je sais que c'est très chiant de dire ça parce que, mais en même temps, c'est pour ça qu'on fait un podcast, pour avoir l'air de gros donneur de leçons. Mais pour moi, ça ne marche pas. Si tu veux, c'est un livre absolument magnifique qui ne termine pas par sa partie la plus magnifique. Donc du coup, tu le refermes en disant, si j'avais zappé les 15 dernières pages, je serais plus emballé. Ouais, moi ça m'a touché. Là, bon, je pense que c'est pas le sujet, mais en effet, je peux comprendre ça, mais j'ai réussi à faire un lien mental entre les deux parties, donc ça m'a pas bloqué. C'est pas sûr que ça aurait été meilleur sans. C'était Ouais. possible sans. Ça restait bon, mais oui, c'est subjectif. Moi, je pense que j'aurais préféré sans. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que là, parce que du coup, c'est plus, si tu veux, je pense que c'est un grand roman d'aventure. C'est un grand roman historique. C'est même un grand roman botaniste, zoologique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est du grand art, quoi. Moi, là-dessus, elle m'a projeté dans un monde, j'y étais avec eux, quoi. Tu vois, quand ils se font attaquer par des renards et tout, je suis en mode, mais ils vont se faire becter, les pauvres, là. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc. Et donc, après, je retrouve dans un quotidien... Et ce qui me frustre dans l'histoire du grand-père, c'est que, comme vous l'avez dit, on sent que la disparition de ce grand-père, dans cette famille juive, etc., c'est pas rien. Et du coup, c'est évacué très vite. Alors, je pense qu'il y avait un deuxième livre à faire, en fait. Et qu'elle le fera peut-être, et j'ai hâte de le lire. Je serais vraiment content de le lire. Merci. On est dispo sur les plateformes de podcast, toutes les plateformes de podcast. Si vous avez envie de nous entendre sans voir nos têtes, ça peut se justifier. Est-ce que tu voulais pas faire une partie coup de cœur, hein, du coup? Moi, j'ai rien préparé, mais moi non plus. Bon, bah alors, tu peux appuyer sur le bouton A. C'était le Pambagna Social Club. On vous remercie, on vous dit à très bientôt. Salut.